Allez, salut à toutes et à tous, je vous l'avais promis, je le fais donc évidemment. Ça y est, c'est terminé pour moi sur les scénarios américains. Toujours aucune conviction acheteuse pour ma part, hein, je vous le cache pas, mais malheureusement, il y a une limite que je vous apprends toujours à respecter, qui est respectez-vous vous-même, respectez vos stratégies et surtout respectez votre compte de trading. Et c'est exactement la seule et unique raison pour laquelle la perte a été prise hier, parce que c'était le plan et parce que mon compte ne doit pas supporter plus que le drawdown énorme que je viens de me prendre, hein. Donc ça y est, c'est calculé, 15,5% de perte sur le scénario américain. C'est le plus gros drawdown que j'ai pris de toute ma carrière à part mes erreurs de débutant. Alors on est bien d'accord, on revient ici sur la totalité de ce scénario puisque je vous avais promis de le faire, que ça passe ou que ça casse. Malheureusement, donc ça casse. Donc on calcule tout. Je vous explique tout. Comment j'en suis arrivé à là, déjà de me taper 15% de perte, parce qu'il y a toujours un processus qui arrive dans le truc. Faut pas dire, oh, putain, le mec, mais 15% de drawdown, mais c'est n'importe quoi. Non, non, ça a été fait dans un cadre spécifique. Je vous l'avais prévu, c'était prévenu depuis le début. Alors évidemment, certains l'ont un peu oublié. Je vous avais toujours dit, il s'agit d'un scénario spéculatif. Dans un scénario spéculatif, normalement, vous me voyez toujours, je risque rarement plus de 2 à 3%, pour pouvoir me laisser, évidemment, une bankroll suffisante pour retenter le coup derrière sur d'autres zones techniques plus loin. Parce que le marché, en général, peut m'invalider une fois, deux fois, mais il ne peut pas m'invalider 15 fois. Euh, Là, le truc, c'est que j'ai choisi de réinvestir des gains passés. C'est-à-dire que j'ai choisi d'être volontairement plus agressif dans mon approche de trading, mais je n'y suis pas allé direct en foutant mes couilles sur la table et en disant allez, ça va chuter, on y va tout droit. Je rappelle que ce scénario s'est délié avec un extrême nombre d'erreurs. Mais le problème ici, c'est que le marché ne m'a pas proposé la moindre porte de sortie. Et c'est ça qui est extrêmement gênant. Parce que s'il avait baissé un tout petit peu plus sur les phases correctives, j'aurais pu à chaque fois récupérer des gains, regérer mon risque. Et là, ah non, il m'a juste coupé l'eau, il m'a coupé la planche sous le pied à chaque fois que je mettais le pied sur la planche suivante. Donc c'était assez gênant. Donc on est dans un concours de circonstances ici qui arrive à cette grosse perte de 15%. D'une, je la cache pas. De deux, je vais la décortiquer bien en face de vous. Et de trois, il faut que vous compreniez que d'une, ça ne va pas m'empêcher de revendre. De deux, c'est des gains réinvestis, c'est-à-dire que je perds des gains en fait. Voilà, c'est ça qui me fait chier. C'est-à-dire que là, en fait, l'année avait plutôt bien commencé, hein, avec donc l'effondrement du yen en fin d'année et tout ça, et l'atteinte des scénarios sur euro-yen, tout ça. J'avais pris un bon gros paquet de fric et je viens de tout rendre. Voilà. Donc je repars au 1er janvier, bim, le compte a fait un reset. Donc ça me fait un peu chier, hein, parce que bon, ouais, ça m'arrive pas, ça m'arrive pas ce genre de truc normalement, mais là, voilà, on est donc dans un cas un peu particulier. On va tout décortiquer pour la transparence et surtout parce qu'il y a un aspect psychologique important à comprendre là-dedans. Il faut que vous compreniez comment, d'une part, cette perte, certes, elle me fait chier, hein, c'est-à-dire que sincèrement, ça me fait pas chier ça me fait pas plaisir d'avoir encaissé des grosses pertes comme ça. Mais est-ce que ça va me faire changer quoi que ce soit dans l'application de la stratégie? Non. Voilà. Parce que moi, je pense que j'ai fait mon travail. Je l'ai fait comme il faut. J'ai choisi, c'est-à-dire c'était un choix de gestion du risque, d'être plus agressif sur ce scénario en réinvestissant des gains passés, c'est-à-dire en m'autorisant d'aller au-delà des pertes spéculatives habituelles, 3%. J'ai autorisé ici d'aller jusqu'à 15. On y est. Je prends ma perte, point barre. Et si ça se trouve, je la prends sur le sommet. Hein, j'en suis totalement conscient. Il faut que vous compreniez que quoi qu'il arrive, je m'étais fixé ces 15% dès le départ. Je m'étais dit, ok, à la base, je commence à tremper un orteil ici pour tester la tendance. Donc, on va tout reprendre dans l'ordre, ok? Pourquoi j'ai vendu ici en 4 heures à l'époque? Et encore une fois, j'ai pris un choix agressif depuis le début. C'est-à-dire que moi, dans cette zone-là, j'ai vendu sur des signaux horaires, donc j'ai commencé une vente là. Voilà, j'ai été stoppé par là, puisqu'évidemment, ça n'a pas fonctionné. Hein. Mais j'ai commencé à vendre là dans un suivi de tendance. Je suis désolé, moi, quand on a fait ça, ce sont des signaux de cassure baissière en tendance. Évidemment que je vends les pullbacks. Ça, pour moi, c'était une vague 4. Je devais la vendre dans l'application de la stratégie. C'est spéculatif, encore une fois, on ne sait jamais ce qui va se passer. Là, on le sait aujourd'hui parce qu'on a les prix derrière, mais encore une fois, si on tire les leçons du truc, c'est-à-dire, je dis toujours, si vous jugez un trader, mettez-vous à sa place. Ce qu'il faut juger, c'est est-ce que la décision a été bien prise ou pas bien prise. Une décision de trading, c'est pas lire l'avenir, c'est gérer son risque. Alors, je vais vous demander ici, si vous voulez juger de la position, est-ce que j'ai commis une erreur stratégique ici? Voilà. Pour moi, non, on est en pur breakout baissier. Regardez ce qu'on fait sur les canaux de contexte de l'UT supérieur, on arrache tout. Ça, c'est typique de phase d'accélération, de phase de breakout. Donc je vous apprends normalement à étudier la maturité de la tendance en place. Pour moi, la maturité de cette tendance, c'est le breakout se met en place ici. Normalement, il reste ce qu'on appelle un pullback et une phase d'excès finale. C'est-à-dire que normalement, selon les schémas de prix récurrents que je mets à profit pour gagner de l'argent dans les marchés,
On aurait dû faire un truc comme ça, et après, reconsolider vers là, et voilà, retracer, et puis rechercher une vente vers les zones de prix un petit peu plus acheteuses, enfin un petit peu plus hautes. Donc effectivement, là, confronté à ce problème-là, comment on fait? Voilà, ici on vend. Moi, je suis désolé, avec des signaux, il fallait vendre ici. J'ai fait le choix d'être un peu plus agressif, ce qui fait que moi, je suis allé trader en horaire, et évidemment, c'est ça qui m'a mis un peu dedans. Cette position, c'était une position spéculative de type pullback, elle m'a coûté 1,5%, un truc comme ça, je me souviens plus exactement, mais c'est pas grand-chose. Ça, c'est un essai, voilà, c'est un petit truc. C'est un essai de reprise en tendance, parce qu'ici, on risque 1,5 pour gagner 5%, dans le sens, normalement, d'une tendance précédente. D'ailleurs, je salue tous les suiveurs de tendance qui critiquent souvent les spéculateurs. Voilà, c'est typiquement le genre de trade que tous les suiveurs de tendance recherchent. Voilà. On a bien ici 2 vagues de consolidation clairement identifiables, tout ce qu'il faut pour reshorter, les targets, voilà. Bref, ici il fallait travailler à la vente, c'était obligatoire de spéculer à la vente. Ça ne voulait pas dire que ça allait marcher ou pas marcher. Mais normalement, dans un marché comme ça, ce qui se produit, c'est ce qu'on appelle la phase de gestion du risque. C'est-à-dire que normalement, ici, quand on vend, le premier objectif, c'est là, retester la précédente résistance, et on se dit, bon, si le marché est haussier, effectivement, il pourra repartir, mais arrivé ici, je vais pouvoir gérer mon risque. Et c'est là où ça commence à devenir chiant à Wall Street, c'est qu'ils n'ont jamais permis ces trucs-là. Wall Street, en fait, a littéralement arraché systématiquement les vendeurs en ne leur permettant jamais de gérer le risque. D'accord? C'est ça qu'il faut que vous compreniez. C'est-à-dire que là, voilà, théoriquement, ici, ça aurait dû, hop, me permettre d'ici, j'encaisse mon TP1, je paye mon stop, et puis je laisse le reste de la position se mettre en place. Mais là, non, je t'arrache la gueule, et puis direct. C'est-à-dire que tu rentres, je te laisse pas sortir, et je prends ton stop. Ça, c'est le premier truc qui est un peu chiant. C'est-à-dire que tu commences à comprendre que le marché n'est pas génial. Qu'est-ce qui se passe ici, en même temps? Écrasement littéral de la volate. Hein, on va mettre en parallèle, parce que je vais vous expliquer en fait qui me pique mon pognon en ce moment. C'est ni plus ni moins que les shorteurs de volate. Hein. Mais bon, ils jouent un jeu très dangereux et je finirai par récupérer leur pognon à la fin, je vous le dis directement, mais pour l'instant, ils gagnent plusieurs parties. L'essentiel ici, c'est de comprendre que dans une guerre, il y a plusieurs batailles et que si vous utilisez toutes vos munitions dans les premières batailles et que le mec continue de vous mettre headshot après headshot, simplement, vous n'avez plus de balles et vous allez quitter le terrain de jeu. Moi, je reste dans le terrain de jeu jusqu'au moment où je vais leur piquer leur pognon. Et je sais très bien que moi, je serai encore là dans les marchés dans 5 ans et que les mecs qui jouent à shorter la volate, ils seront pas là dans un an. Donc, le truc, c'est de dire, ils jouent, ils prennent un max de pognon, mais ils finiront par tout perdre, et évidemment, derrière, ils disparaîtront du schéma décisionnel des marchés, alors que moi, je serai toujours là dans plusieurs années. Donc, on va essayer d'ajouter la volate, parce que c'est ça que j'aimerais vous montrer. Hop, on va se mettre le VIX, voilà. Je vais essayer de le mettre, voilà. Donc vous voyez bien, hein, le moment est clairement crucial, on le voit très très bien. C'est le moment où ici, en toute logique, on a un schéma haussier de volatilité. Vous voyez, ici, normalement, on aurait dû trouver un support. Bon, glisser jusque-là, je peux comprendre, mais normalement, ici, on aurait dû retrouver de la volate. Et qu'est-ce qu'on retrouve? Non, écrasement littéral de la volate. Complètement anormal, hein, c'est-à-dire qu'ici, 18, ça reste volatile, hein, qu'on soit bien d'accord, on était encore très loin des écrasements de volatilité qui ont suivi, qu'on va voir derrière, c'est vraiment un schéma, mais vous allez comprendre pourquoi je me suis fait piquer mon pognon, et pourquoi on est dans quelque chose de rocambolesque aujourd'hui, et pourquoi j'ai pas commis d'erreur en fait. Je suis que la proie de spéculateurs extrêmement agressifs, qui jouent un jeu très dangereux, qui finira par les ruiner, hein, on est bien d'accord, mais c'est une bataille de long terme, une bataille psychologique. Ils viennent de gagner une très très grosse bataille. Parce que me piquer 15% de drawdown, franchement, je vous dis, je l'ai mauvaise. Je trouve ça injuste et tout ce que vous voulez. Hein. On fera des émissions sur l'éthique bientôt pour vous apprendre à gérer ça, le sentiment d'injustice et des trucs pareils. Parce qu'encore une fois, il faut faire attention. Oui, je trouve ça injuste. Oui, je pense que c'est affreux, c'est malsain, c'est tout ce que vous voulez. Mais je leur donne mes 15%. C'est pas grave, je les reprendrai et je leur reprendrai bien plus après. Mais pour l'instant, il faut que j'apprenne à perdre. Il faut que vous compreniez ça aussi. C'est pas lutter. Lutter, c'est stupide dans les marchés. Il y a une lutte qui est légitime, ce qu'on appelle la gestion du risque. C'est-à-dire que si le marché monte alors que vous vendez, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous sortiez. Ça veut juste dire à quel niveau d'incertitude et de chaos vous êtes prêt à accepter dans ce marché. Puisqu'on ne contrôle jamais rien. D'accord? Mais pour que ça aille dans votre sens, il faut accepter que ça puisse travailler un peu dans l'autre sens, encore un petit peu. Ce qu'on appelle la gestion du risque. Bref, donc en gros, le problème dans la gestion du risque ici, c'est qu'elle ne m'a pas été offerte. On arrive sur les zones spéculatives et à chaque fois que la décision doit se prendre, il y a cette fameuse main invisible qui arrive et qui vend littéralement la volatilité. Et ça, c'est un gros problème, puisque je vous dis, au lieu de pouvoir gérer le risque, on me ferme la porte, on me ferme toutes les portes, et puis le marché continue d'avancer et va donc chasser le stop en ligne droite. Donc ça s'est produit une première fois ici, d'accord, donc en 4 heures. Mais bon, pas de souci, à ce stade-là, moi je reste vendeur, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Voilà, on continue tranquillement le travail spéculatif, on cherche à retrouver des schémas de marché. Ici, il y avait un schéma en tendance, ça passe pas. Qu'est-ce qu'on fait? On cherche un schéma de range. Donc derrière, je vais en daily, je me dis, ok, dès qu'on attaque
la résistance daily, ici, je vais pouvoir re-shorter. Okay, donc je vais pouvoir chercher dans un range. Pour moi, c'était range vendeur le contexte, hein, clairement, puisqu'en en hebdo, on a les signaux de range vendeur et tout. Donc je me dis, ok, j'applique les stratégies range tendancielle. C'est-à-dire, je me suis fait niquer sur la tendance, première perte, bon, je la prends, il n'y a pas de souci, c'est pas grave. J'applique un nouveau contexte, range tendanciel, c'est-à-dire un range orienté à la baisse. Les conditions sont de trader dans un canal de contexte vendeur avec un minimum de 61% de retracement. Donc, en gros, à quel moment on retrouve ces conditions? Ici. Voilà, à partir de là. Alors, je vais essayer de virer ça parce que ça me gonfle. Voilà, à partir de ce niveau-là, on y arrive. Il faut quoi? Évidemment, il faut un signal. Dans un range tendanciel, il faut un signal rouge. D'accord? Normalement, ça traduit un sentiment de tendance. Oh, putain, mais ici, je ne peux pas ne pas trader. Je suis désolé, dans l'application de la stratégie, il faut le faire. Là, si vous vous dites, ouais, mais du coup, c'est la stratégie de Phil qui va pas, c'est un neuneu, le mec, il a rien compris au marché, en fait, son truc, c'est tout pourri. Ça marche depuis 5 ans. Voilà. Donc bon, après, vous faites comme vous voulez, mais moi, si vous voulez, si je devais cacher les moments où ça marche pas et ne parler que des moments où je trouve des super trades géniaux, où je te cache, où je t'attrape le sommet et je te récupère un pognon fou, il y en a plein des situations comme ça. Mais je pense que c'est beaucoup plus important de comprendre et de décortiquer comment une stratégie peut échouer pour que vous compreniez tout simplement ce qu'est une stratégie. Stratégie, c'est pas gagner. Une stratégie, c'est gagner, perdre et comprendre si vous vous êtes trompé dans l'application de la stratégie ou pas. Moi ici, j'ai commis aucune erreur. Et les trades que j'ai commis, ça, c'est que j'ai pris. Ça, c'était un suivi de tendance. J'étais obligé de le faire parce que la stratégie me dit de le faire. J'ai fait qu'appliquer la stratégie. Ça n'a juste pas fonctionné une fois. J'ai appliqué la stratégie ici. Ça n'a pas fonctionné une deuxième fois. Mais alors ici, on va aller un peu plus loin, c'est-à-dire que, même chose, moi j'ai toujours tradé sur l'UT inférieur. C'est-à-dire que j'ai choisi ici d'être volontairement agressif, ce qui fait que le signal là, je suis allé le traiter en 4 heures. D'accord? Donc dans cette zone-là. Ce qui m'a permis d'ailleurs de choper de bons prix. Hein. C'est-à-dire qu'ici, pouf, le signal 4 heures, tout en haut, perfect price, gros boulot, impeccable. Ok, on va se remettre dans le contexte. C'est-à-dire qu'au lieu de vendre ici, en daily, moi j'ai chopé tout en haut en 4 heures. Bon, évidemment, j'ai fait le choix d'être plus agressif, ça a bien fonctionné. Vous allez voir, vous allez comprendre en fait le principe qui fait que vraiment je me suis fait racler coup après coup, sur des sales coups quoi. C'est vraiment pas sympa ce qu'ils ont fait les vendeurs de volat, mais on n'est pas là pour se faire des amis, on est bien d'accord. Donc on arrive là, on va se remettre dans le contexte, parce que encore une fois, si vous contextualisez pas les prises de décision, vous allez tous dire ah ben il a vendu, il a perdu, il est mauvais. Non, j'ai vendu parce que j'ai spéculé, j'ai eu tort pour l'instant, rassurez-vous, je finirai par avoir raison et je récupérerai bien plus que ce que j'ai laissé ici. Mais ça, on refera les... Je vous fais, voilà, du coup, ça va être une série d'émissions. Aujourd'hui, on parle de la perte. Et on ne va pas la cacher, on va la décortiquer. Est-ce que j'ai commis des erreurs? Absolument pas. Est-ce que si c'était à refaire, je le referais? Évidemment. Et est-ce que je le ferais de la même façon? Très probablement, oui. C'est sûr que si je connaissais la fin de l'histoire avant le commencement, j'aurais peut-être pas risqué 15% de capital. Voilà. Mais bon, on peut jamais savoir, encore une fois. Il faut bien comprendre. On va se replacer à chaque fois dans les différents contextes. Donc là, vous êtes ici. Ok. Rappelez-vous, je vous faisais des émissions à ce moment-là et je vous disais quand même faites très attention aux biais acheteurs classiques qui reviennent à dire au final ce type de marché si vous le renversiez, d'accord, est-ce que ça vous l'achèteriez pas? Tout le monde dirait qu'il y a un support ici et qu'il faut l'acheter, voilà. C'est clair et net, hein, c'était évident et donc à ce moment-là je vous avertissais des éventuels biais bearish. Tout le monde dira mais du coup mais c'est un gugus Phil, il nous a fait des vidéos, à chaque fois il a eu tort. J'ai eu tort sur ces vidéos-là, oui, mais est-ce que je me cache de ça? Et encore une fois, si vous me jugez sur les trucs où j'ai tort et où j'ai raison, ça n'a aucun intérêt. Je vous apprends à spéculer, les gars, je vous apprends pas à lire l'avenir, sinon ce serait trop facile. Donc bref, ici, est-ce qu'il fallait acheter? Mais oui, est-ce qu'il fallait vendre? Bien sûr qu'il fallait vendre, il y avait des signaux, il y avait tout ce qu'il fallait. Est-ce qu'il fallait y aller en mode all-in? Allez, on short comme des connards, on cherche pas à réfléchir, tout est bon, on va forcément choper le sommet et se faire des couilles en or derrière? Non, signaux c'est TP, donc ça veut dire gestion du risque, attention, tu vas doucement, tu risques pas 5% de capital. Moi j'ai fait le choix ici de risquer 1 et 2 de mémoire, voilà, 2. Donc c'est pas le maximum, mais c'était pas le minimum non plus, j'étais agressif. L'objectif ici c'est toujours le même, d'accord? C'est de dire je vise des Fibos, je gère mon risque sur les niveaux Fibonacci. Ok, c'est de dire ici, bon là le Fibo c'est pas bien mis à jour ici pour l'instant, il était en train de figer les retracements précédents. Hop, on va se mettre un Fibo classique. Voilà, c'est de dire, normalement ici, je fais quoi? Je vise 23% de retracement au minimum, d'accord? C'est 23, TP1, et évidemment, s'il n'y a pas de signaux, j'essaie des fois de tirer jusqu'au 38,2. Mais ici, quand tu vends, tu gères ton risque dans cette zone-là, tu payes ton stop, et après, tu te projettes vers les gains, d'accord?
Mais là, comme tu es dans un contexte range tendanciel, tu vises toujours le débordement du plus bas précédent. Donc les objectifs sont là, ils justifient clairement la prise de risque vendeuse ici. Il n'y a aucun problème. Ce trade, je l'ai devant moi demain sur un actif, je le trade. Je le prends, c'est clair. Parce que ça procurera beaucoup plus de gains que de pertes. Seulement ici, c'est une perte. Je vous laisse regarder encore une fois comment le marché a réagi derrière. Là, cette fois, la volate, on était bien retombé, on était sur les 15, un support de volatilité, une résistance sur les prix, et donc un signal vendeur qui marche à court terme, d'accord, qui réagit sur les prix. On avance, ok, ça réagit, hop là. Bon, ici, normalement, on s'en fout, hein. Moi, là, c'est bien, je me dis, c'est cool, ça réagit, mais moi, j'attends mes 23% pour prendre mon premier TP. Je suis quand même ambitieux, je vise là. Je ne veux pas encaisser un TP ici. Je prends des risques, je ne prends pas des risques pour ça. Bon, les mecs travaillent, mais il n'y a pas de souci, hein. Sur une position comme ça, en général, le stop est de la même taille que le 23%. Pardon, je ne suis plus habitué à ça. Quand vous dites, j'ai vendu là, le 23 est là, normalement, mon stop est par là, hein. Voilà, sur ce genre de position. Je mets en général la taille du stop par rapport au niveau TP1 objectif. Donc je suis rentré là, voilà, j'ai probablement mis mon stop par là à l'époque, je ne me souviens pas spécialement, hein, mais l'invalidation du scénario est a priori par là. D'accord, mon TP1 se trouve par là et j'attends toujours de trouver ce putain de moment où le marché va me foutre la paix et enfin revenir chercher un support. Ok, on avance. Et regardez la volate, hein. Voilà, c'est très très important, c'est bien de comprendre comment ces mecs-là ont travaillé. Ils ont systématiquement, sur les supports, revendu. Voilà. Vous voyez, là normalement ici, paf, ça aurait dû monter, c'est-à-dire là on aurait dû, hop, venir me chercher mon 23,6 que j'aurais dû mettre à jour, hein. C'est-à-dire qu'ici, hop, on a fait un nouveau plus haut, mon TP1, il aurait été là. Voilà. Normalement, ici, on fait tac, tac, et hop, on vient chercher le 23,6. Et ici, les vendeurs gèrent leurs risques. Et si c'est encore acheteur, ça repart au-dessus et ça va chercher mes stops. Mais normalement, il y a toujours cette phase de gestion du risque qui traduit en fait une indécision. Pas une indécision, mais une zone de travail spéculative où acheteurs et vendeurs se renvoient la balle jusqu'à ce qu'un consensus émerge, soit acheteur, soit vendeur. Ici, le problème, c'est que ce consensus ne se sont jamais créés. On a fait rentrer les vendeurs, on leur a donné les signaux et immédiatement on se servait de leur stop loss pour franchir les niveaux suivants. Tout ça parce que les mecs vendaient systématiquement la volatilité. C'est-à-dire là effectivement le support des 15, tout le monde l'a vu, hein, moi le premier, un support sur la volatilité, une résistance sur les prix, des signaux vendeurs. Si vous ne shortez pas ça, vous ne respectez pas la stratégie. Ici, il fallait le faire, il fallait shorter, point barre. Et qu'est-ce qui se passe? Les vendeurs de volat arrachent et viennent chercher le stop immédiatement dans la foulée. Voilà, ça travaille, la volate est toujours écrabouillée et naturellement le marché se dirige vers l'avalage des stops. Et voilà, hop, merci, au revoir les cocos. C'est gentil d'avoir vendu, grâce à vous on a pu s'offrir du coup un petit rebond de 5%, purement drivé par l'écrasement de la volate et la chasse des stops. Je vous laisse regarder la volatilité, hein, la structure de volate. Là cette fois on prend encore plus de risques, on est à 13,50 sur la volate sur ce pic. On repart en daily, et ici, qu'est-ce qui se passe en daily à ce moment-là? On est là, d'accord? Et bien là, oh putain, merde, on arrive sur un autre truc, d'accord? Un autre type de scénario. Je vais vous montrer en fait comment je me suis fait racler 15%. Parce qu'en fait, les mecs, ils m'ont pris tous les trades en perte. D'abord le trade de tendance sans gestion du risque, d'abord le trade de range baissier sans gestion du risque, ensuite le trade de range, d'accord? Celui-là, c'est-à-dire j'ai testé tous les contextes. Il n'y en a aucun qui est passé. Et le pire, c'est qu'ils m'ont jamais laissé sortir. Donc, ici, on arrive sur un autre contexte, le contexte de range. Cette fois, on est à 76% de retracement, on est en débordement du contexte vendeur. C'est un autre contexte. Ici, je peux retrader. Je viens de prendre une perte, mais je retrade. Je ne retrade pas le même scénario juste après avoir pris une perte. Mais ici, on est sur un scénario différent, un scénario de range, d'accord? Où ici, l'objectif, c'est de dire, ok, bon, bah là, je vais sécuriser dans la partie basse du range. Je ne vise pas obligatoirement un nouveau plus bas, mais je vais éventuellement viser un nouveau plus bas ensuite. C'est-à-dire ici, je vais encaisser 75%, je vais viser un petit rebond, et éventuellement, je revendrai derrière pour viser des objectifs plus baissiers. D'accord? Mais ce n'est pas du tout le même contexte. Ici, le contexte là, ça c'est un contexte direct nouveau plus bas. C'est de dire tac, tac et tac. Ok? Ça passe pas. Donc celui-là passe pas, celui-là passe pas, celui-là passe pas. Et là, on arrive à celui-là. Donc celui-là, je suis obligé de le prendre aussi. Et comme par hasard, je le trade en 4 heures, bien entendu. Et en 4 heures, qu'est-ce qu'il y a ici? De beaux signaux. Mais vous êtes obligé de vous attaquer à ça.
Je suis obligé, moi, de... Alors, pas celui-là, on est là, pardon. On va y arriver aux objectifs actuels, qui sont encore des signaux de vente, mais le problème c'est qu'aujourd'hui, on est toujours dans le même contexte. On est dans des contextes aujourd'hui que je ne peux pas cadrer, donc je ne peux pas les trader. Donc pour l'instant, je prends ma perte et j'attends d'avoir la réaction de prix pour savoir où on échoue, pour pouvoir donner enfin un contexte à trader. Bref, on arrivera à la conclusion plus tard. Donc là, on n'est plus ici, puisqu'ici on s'est fait racler, merci les vendeurs de volat. On est maintenant dans ce contexte-là. Alors on y arrive doucement, je vais vous mettre les prix. Pareil, on va se mettre en replay parce que les biais de lecture sont absolument dangereux dans le trading et surtout quand on essaie de se remettre dans le contexte. Donc on arrive là, c'est le moment où ici on s'est fait péter le stop sur la stratégie précédente, d'accord? Ou là, je ne sais plus exactement où on avait mis nos stops, mais on s'est fait péter là, voilà. Donc on s'est fait racler, je crois que c'est là. Ok, là on commence à arriver donc dans notre zone daily, pour l'instant il n'y a pas de signaux, on a une target là, on se dit super, 28-24, c'est juste au-dessus des résistances précédentes, c'est pile poil le prix que j'ai envie de shorter. Rappelez-vous, hein, à l'époque ici j'ai dû vous mettre cette zone en valeur et vous dire ici je vais shorter. Hein, voilà. Donc, soit vous shortez agressif, c'est-à-dire vous shortez la target sans signal, ce que j'ai probablement dû faire me connaissant, ou vous attendez évidemment que le prix soit testé et qu'il y ait un signal. Bon, moi, là, à ce moment-là, il commençait sérieusement à me gonfler les ricains, donc je suis certain que j'ai probablement vendu la target. Toujours pas de signal, mais je pense qu'on est allé tester la target, et j'ai dû vendre ça. Voilà. Bon, là, je suis navré, moi, je peux pas faire mieux que ça. Ici, on vient chercher, il y a pattern de stop, putain, évidemment que j'ai vendu ce truc. Donc, j'ai dû vendre là-haut. Donc encore un bon prix, hein, encore un bon machin. Je fais quoi? Ben, je fais toujours la même chose, c'est-à-dire que je vise toujours 23% de retracement pour mon premier objectif, donc ici, là, 2706, et je me dis, bon ben super, alors là évidemment, comme j'ai été agressif, j'ai pas un stop très large, là j'ai dû mettre un stop ici, ou par là, mais pas bien plus que ça, ok? Donc, là, ça continue, hein, les mecs commencent à me gonfler, enfin, les mecs commencent sérieusement à me chauffer, voilà, donc on y va, on avance. Ah, et ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'ici, j'ai déclenché que des pertes partielles, hein. Voilà, parce que là, je vois l'average price, il faut que vous compreniez. Ici, j'ai pas pris toute la perte, hein. Quand je me suis fait racler là, comme j'ai vu que les mecs me cassaient les couilles avec leur vente de volat, je suis pas débile. C'est là où j'ai commencé à dire, ok, je vais risquer un peu plus sur ce scénario. Et je vais prendre une partie de cette perte, une petite partie, d'accord? Et j'ai dit, non, je resterai vendeur et je renforcerai cette vente, je vais suivre leurs conneries jusqu'à ce que ça queen et qu'ils fassent imploser la volate. J'ai pris des risques, hein, et c'est à ce moment-là où j'ai décidé que je risquerais jusqu'à 15% dans ce scénario-là, parce que je voyais la guerre psychologique se mettre en place, et que quand il y a des guerres psychologiques, si vous spéculez sans bien gérer votre risque, vous faites des montées. Donc moi, je me suis dit, ok, les mecs, ils veulent jouer à ça, on va jouer. Mais évidemment, je vais jouer en respectant mes propres règles. C'est-à-dire, on va jouer la guerre psychologique, mais quoi qu'il arrive, je ne perdrai pas plus de 15%. Il faudra que je vous montre quand même, au bout d'un moment, le niveau de stupidité qu'a atteint Wall Street, hein. C'est-à-dire que c'est quand même dangereux ce à quoi il joue, et c'est surtout que je n'ai jamais vu une telle résilience dans ma carrière. On atteint des niveaux de décorrélation complètement fous avec la réalité. On est 13% au-dessus des prix auxquels on devrait être. C'est-à-dire une année complète au-dessus de là où on devrait être d'un point de vue technique, puisqu'on attend donc 4% de baisse sur les résultats d'entreprise en year to year, et qu'on est aujourd'hui 10% au-dessus de ce qu'on était il y a un an. Donc, en fait, on est 10% au-dessus, alors qu'on devrait être 4% plus bas que ce qu'on était il y a un an. Donc, on est 14%. On a un shift de 14% par rapport aux chiffres des résultats d'entreprise qui sont attendus. Voilà. C'est-à-dire qu'on attend 4% de baisse. Ça se trouve, il y aura peut-être que 2% de baisse, mais en attendant, on est 12% plus haut, et c'est très dangereux. Hein, donc ça veut dire que là, on a une complaisance totale du marché, mais la réalité, c'est qu'on a surtout des vendeurs de volatilité extrêmement agressifs. Bref, on avance. Donc ici, ça vend, et voilà. Regardez, comprenez bien le problème. Le 23,6 est là, ce qui fait que moi, quand je vends dans ce scénario, mon TP1, il est là. Donc ici, pourquoi je traderais cette zone-là? Elle n'a aucun intérêt graphique, elle ne présente rien du tout. Ici, il n'y avait aucune raison d'acheter ce marché. La seule chose, c'est que les mecs nous rejouent le coup de ah ah. Donc en fait, ici, si vous regardez, vous vous dites, ce prix-là n'a aucune justification technique, historique, rien du tout, hein, ce n'était pas un support par là, c'est que dalle. Donc ici, on traite ce prix-là, je ne sais pas pourquoi, et en fait, c'est parce que tout simplement, c'est la résistance de volat. C'est-à-dire qu'on arrive ici et les mecs disent ah non, la volatilité, c'est fini les gars. Alors, on vous a laissé travailler suffisamment, hein, voilà. Donc le support à 13,50, c'était pas suffisant. Ici, on n'avait pas pris assez de risques, mais ici,
Non, vous commenciez quand même à nous menacer sur nos ventes de volatilité. Qu'est-ce qu'on fait? Allez hop, on vous ressort des millions sur la volate, on écrabouille complètement la gestion du risque sur le VIX, et évidemment, ça fait l'effet autoréalisateur sur les prix. Qu'est-ce qui se passe? Pouh, les prix nous sortent un V-bottom. C'est-à-dire qu'ici, je me fais racler une deuxième fois par la guerre psychologique à 0,15%, à 0,5% du premier TP. C'est-à-dire que si ici j'avais pu récupérer mon TP, j'aurais pu respirer, regérer mon risque, me remettre dans un travail spéculatif classique et me projeter vers des pullbacks, des machins, tout ce que vous voulez. Le problème, c'est qu'évidemment, ici, quand on fait ça, je suis obligé de revendre là. Ce qui fait que j'ai dû reprendre une petite vente ici. Je m'en souviens de celle-là d'ailleurs. Une petite, hein, une vente en pullback avec son propre stop loss ici au-dessus du sommet. C'est-à-dire ici, ça fait vague 1 et je me dis, ok, vague 2, elle est un peu bizarre, mais je suis obligé de la shorter. Je la short. Évidemment, boum, je me fais racler le stop en 2-2 direct derrière. Voilà, donc des petites pertes. Je vous dis, en fait, pour arriver aux 15%, j'ai enfilé plein de petites pertes de 1-2%, les premières d'en bas. D'accord? Le problème, c'est qu'à chaque fois ici, il est passé très près de mon TP1, là aussi, donc là, il y avait 1-2% de perte, plus 1-2% ici. Alors, en fait, c'est des petites. Et je ne pouvais qu'appliquer la stratégie comme ça. Ici, je suis désolé, la volate, elle est orientée à l'achat, on revient tester le support de volate. Ici, normalement, ça monte. Et non, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent la volate, ça fait monter les prix, tout le monde est tranquille, nos sous-sailles, on vit dans le meilleur des mondes boursiers, il n'y a aucun problème, tous les banquiers centraux sont accommodants, tout va bien, il n'y a pas de raison de se faire peur. Donc, on vend la volate à coups de gros millions pour faire baisser les prix, faire chuter le simple sentiment de doute, d'accord, hein, je vous rappelle que le doute est permanent dans le marché, l'incertitude est permanente, mais ici, il n'y a pas de doute. Voilà, les mecs viennent écrabouiller la volate, et le chat, la queue remue le chat, donc évidemment, comme la volate est écrasée et que la volate franchit des supports, bah, les prix doivent obligatoirement franchir des résistances. C'est exactement ce qui se passe. Je vous dis, ce qui est fou, c'est regarder ça. En fait, la volatilité casse le support avant que les prix le fassent. En fait, la volatilité a déjà, à ce stade-là, un aspect autoréalisateur. C'est-à-dire que la volatilité, elle remue le chat. C'est ça le truc dans lequel il faut faire attention. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a des gens qui ont décidé que tout allait bien se passer. Ils y vont avec des leviers no limites, c'est-à-dire qu'à chaque fois que la volate remonte, ils la vendent avec tout ce qui est en leur pouvoir pour le faire. Ils utilisent des leviers, hein, on soit bien d'accord, c'est probablement des spéculateurs extrêmement agressifs et probablement le même type de gugus qu'en 2008, avant que les CDO leur pètent à la tronche. Toujours les mêmes. Hein, voilà. Par contre, ils se font des couilles en or. Hein. Là, je vous garantis, ils se font des couilles en or parce qu'évidemment, ils jouent avec des millions et quand tu joues avec des millions, tu gagnes des millions. Hein. Voilà. Donc là, les mecs sont en train de se couvrir de pluie de billets jusqu'au jour où ils vont ruiner la compagnie pour laquelle ils travaillent, évidemment. Je vous rappelle, AIG, ça vous rappellera des choses. Donc, on arrive ici. Qu'est-ce qu'on fait? Alors là, je me suis déjà fait racler plusieurs fois. Je tiens toujours des ventes, hein, qu'on est bien d'accord. À chaque fois, je réduis mes pertes. Mais je reste vendeur parce que je sais qu'ils jouent un jeu dangereux et qu'ils vont finir par se prendre une cartouche. Mais non, voilà, pour l'instant ça passe, tout va bien. Je commence à identifier les schémas cycliques sur la volatilité. Là c'est le moment où je vous fais les émissions sur le système 38%, la contraction des cycles de volatilité, la court-termisation des raisonnements, les prises de risque paraboliques. Voilà, je vous dis attention, là ça commence à devenir mauvais, ça sent la merde. Et évidemment, moi je reste exposé à la vente dans ces marchés parce que si ça claque le slibard, je veux être là au moment où les mecs se font arracher la tronche. Hein. Comme on était à la fin. C'est-à-dire que moi, là, je pense qu'on est dans un cadre où ça va terminer comme ça. Hein. On va jouer et d'un coup, pouf, ça va tomber. Donc, moi, comme je cadre ce marché-là dans ce cadre-là, bah forcément, je reste vendeur. Il est hors de question de sortir des ventes dans ce type de contexte-là qui peut chuter du jour au lendemain. Mais problème, que des bonnes nouvelles qui arrivent. Et à ce moment-là, on nous vend le tax plan, on nous vend le deal, et ça marche. C'est ça que je trouve fou. C'est-à-dire que je me dis, bon, au bout d'un moment, les mecs, il va forcément arriver une mauvaise nouvelle qu'on va pricer et qui va faire mal. Un peu comme on avait fait à l'époque, d'un coup, les CPI, ça fait paniquer tout le monde et la gestion du risque explose. Mais là, non. Que des bonnes nouvelles, que des mauvaises nouvelles, toutes complètement ignorées parce qu'il y avait cette trame de fond des manipulations grotesques de l'administration américaine sur la surcommunication de ce deal, qui encore une fois n'est toujours pas là, les gars. Rendez-vous compte qu'il y a un mois, ils nous disaient le deal est imminent, ça arrive, c'est bon, on progresse. Une semaine après, ils nous disaient ouais, c'est bon, les discussions sont en place et compagnie, on a déjà avancé sur pas mal de sujets. La semaine d'après, ouais, c'est bon, il y aura tout dans le
ce deal, il sera bon. Et puis, mais il n'y a toujours rien, les gars. Ils nous en fument depuis plus d'un mois. Il faut quand même se rendre compte que là, certes, je vous dis, la perte, je la trouve la plus injuste qui soit parce que je suis la cible de vendeurs de volatilité. Il n'y a pas que moi, encore une fois. Ils ne me targetent pas que moi. Il y a plein de mecs qui se font démonter en ce moment. Mais il faut bien comprendre que ces gars jouent un jeu dangereux. Aujourd'hui, ils prennent des millions parce qu'ils raclent littéralement des mecs comme moi. Et ils nous piquent notre pognon. Hein. Moi, le premier, là, je perds 15 000, c'est 15%, c'est eux qui les récupèrent. Il faut vous dire que le truc, c'est ça. C'est de dire, mais attends, ces gars-là, ils gagnent des millions, mais parce qu'ils raclent beaucoup de petits spéculateurs, c'est bien. Mais ils vont perdre tous ces millions d'un coup. Parce que, encore une fois, c'est de l'argent qui ne leur appartient pas, parce qu'ils jouent un jeu dangereux, et ils sont obligés de réinvestir ces gains systématiquement, parce que c'est un schéma parabolique. Il faut qu'ils l'entretiennent. S'ils n'entretiennent pas la parabole, elle s'effondre. Donc ils perdent tous les gains d'un coup, et pire, comme ils ont tradé avec levier, bah, ils disent au revoir à leur carrière, et ils partent avec leur petit bonus. On fera une émission là-dessus un jour, hein. On reviendra sur la crise de 2008, et surtout que bah, je pense que la prochaine crise financière, celle-là, elle risque d'avoir un peu plus de conséquences que 2008, parce que je pense que cette fois, les montants engagés sont tellement indécents que le peuple demandera quelques têtes sur l'échafaud avant de remettre sur pied le système financier. Hein. Donc là, on n'aura pas de... Si ça couine, ne vous attendez certainement pas à ce que les gens disent « Ok, c'est bon, allez, abreuvez les banques de liquidités pour qu'on puisse continuer à retirer aux distributeurs. » Je peux vous dire que là, cette fois, il va y avoir 2-3 têtes qui vont sauter, et elles vont sauter violent. Hein. C'est-à-dire que... On fera une émission là-dessus, hein, sur le mec, par exemple, le responsable d'AIG, hein, enfin pas le responsable, mais oui, le responsable du pôle risque de AIG, qui a donc créé la crise de 2008, ou qui a considérablement participé à son déclenchement, qui est simplement donc parti de AIG avec une jolie coquette somme de plusieurs millions en bonus, qui n'a jamais été inquiété, n'est jamais allé en prison, voilà, donc aucun problème, voilà, ce mec-là, il a créé une panique mondiale, il a foutu des milliards de gens dans la merde. Et tout simplement, bah, lui, il vit aujourd'hui à Harrods, à London, multimillionnaire, tranquille, tout va bien. Voilà. Donc je peux vous dire, aujourd'hui, ça n'arrivera plus, ce genre de truc. Là, on voudra des sanctions contre les mecs, je pense, cette fois. Bref, on discutera de tout ça dans une autre émission. On revient à nos chats. Donc ici, voilà où on en est, hein, d'accord. Donc là, encore une fois, alors là, ça c'est aujourd'hui, hein, donc voilà. Donc comment cette zone-là a donc été gérée, comment ici, à peu de choses près, on est passé proche des targets sans venir les chercher sur ce V-bottom stupide, revente une nouvelle fois de la volatilité, hein, complètement folle. Cette fois, on arrive donc sur des planchers à 12,90. D'accord. C'est-à-dire à chaque fois, les mecs prennent plus de risques. Hein. C'est de dire, la volate à 12 aujourd'hui, c'est fou. C'est complètement fou. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le moindre truc qui se passe pas bien, ça devrait faire complètement imploser la gestion du risque. Mais tout va bien. Regardez où on en est. On en est à l'étape ici. La dernière fois, on était là, et voilà ce qui s'est passé derrière. Aujourd'hui, on joue le même jeu dangereux. À l'époque, je vous rappelle qu'on n'avait pas encore coupé les... Alors, on commençait à dire, ah, la croissance chute. Ici, qu'est-ce qui a fait chuter le marché? C'est quand on est passé sur la perspective de croissance de 4,2 à 3,8. Aujourd'hui, on imagine 2,2 sur les États-Unis, et ça va probablement être revu à la baisse à 1,8. Et on est sur les mêmes prix, avec les mêmes shorts sur la volate. Aujourd'hui, en fait, à l'époque, on avait peur de quelque chose, ça a catalysé une implosion littérale de la volatilité. Aujourd'hui, on a cette chose-là, c'est-à-dire on a littéralement ce dont on avait peur, et on revient tester les niveaux avec les mêmes niveaux de calme. C'est-à-dire que ça n'inquiète personne. Voilà. Alors quel est le nouveau paradigme aujourd'hui? Parce que c'est toujours pareil, il faut comprendre quelle est la psychologie de marché, même si elle est stupide et que je resterai en lutte contre elle, c'est-à-dire que je ne l'accepte pas et je resterai vendeur, je n'achèterai pas le marché. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Je serai vendeur seulement plus de manière spéculative, tout simplement parce que c'est plus possible. J'ai échoué mes cartouches spéculatives. Il me reste encore du cash à revendre. Hein. J'ai encore des gains que je vais réinvestir, mais je vais attendre cette fois une validation des prix. C'est-à-dire je vais attendre que ça se pète la gueule, comme ça s'est cassé la tronche à l'époque. Je vais attendre tout simplement que les schémas de volatilité implosent. Et pour l'instant, j'ai spéculé sur des périodes, là, c'est-à-dire du 15 avril au 1er mai, où je pense que ça va imploser sur la volate. Malheureusement, j'ai joué en espérant que ça pouvait passer. Ça passe pas, j'ai atteint mes 15% de pertes, je prends mes pertes et tout simplement j'attends maintenant la réaction de prix et la réaction de volate pour rentrer. Et je rentrerai clairement à la vente, hein, qu'on soit d'accord. Je n'ai aucunement l'intention de les laisser tranquilles, ces mecs-là. Je vais leur prendre leur pognon quoi qu'il arrive. Hein. Voilà. Enfin, je vais reprendre mon pognon d'abord avec un petit bonus et évidemment, eux, ils iront à la porte.
Donc pour l'instant, c'est comme ça que ça se passe. D'accord? Là, on est là, donc toujours ces coups de volatilité. Donc la même chose, hein, ici à ce stade-là, j'ai pris un dernier trade parce qu'on était sur la zone 85,4. Mais ici, rappelez-vous, je vous ai dit, j'y vais mollo parce que j'ai déjà le dos au mur et que si je renforce, je risque de me prendre les dents. Hein, parce qu'il faut que vous compreniez le truc. Ici, il me restait des positions là, j'en remettais une là, ce qui fait que je faisais en sorte d'essayer de maintenir un prix de revient moyen acceptable, d'accord? Mais le problème, c'est que comme j'empilais les positions, parce que je gardais toujours un petit peu des positions ouvertes, de celle-là, de celle-là. Donc en fait, il faut que vous compreniez que là, aujourd'hui, là, quand je prends mon stop ici, hier, d'accord? Attends, hop, je vais m'en mettre, voilà, je vais utiliser ça parce que je l'ai pris là, hein, donc c'est juste avant la clôture, c'était 2907, 4, un truc comme ça. Voilà. Donc c'est là que j'ai pris la perte. Mais il faut comprendre que ce que je me suis pris, c'est j'ai déjà encaissé une partie des pertes, mais en fait, je tenais des positions de là, de là et de là. D'accord? Mais il faut comprendre que ces positions-là, elles étaient justifiées, encore une fois. Alors celle-là, elle n'était pas franchement obligatoire, et celle-là, je la regrette un peu, c'est-à-dire que si j'avais été malin, je ne l'aurais pas prise. Mais là, encore une fois, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Même chose, voilà. Vous mettez en 4 heures, et vous vous dites, ici, évidemment que je dois shorter. Évidemment, c'est obligatoire. On est à 85,4, j'ai des signaux, la stratégie est là, les mecs ont encore joué con sous la volate. Qu'est-ce qui se passe? Poum, la volate augmente. Ici, je vise évidemment un débordement de la volate, et je me dis, qu'est-ce que je vais viser cette fois? Alors, on va revenir là. Attendez, hop, pas ça que je veux. On reprend les petits fibos. Qu'est-ce que je vise? Les fibos 23,6, toujours pareil. D'accord? Je me dis, bon, ben, on va au moins revenir par là, quoi. Et qu'est-ce qu'ils me font? Eh ben, ça passe pas. Voilà, encore une fois, très honnêtement, hein, c'est-à-dire que déjà là, j'étais prêt à me dire, s'ils me donnent un signal d'achat par là, là, je vais encaisser. Voilà. Mais je me disais, je vais quand même encaisser un peu pour pas me faire niquer cette fois. Qu'est-ce qu'ils me font? Ils viennent là, ils remontent là. D'accord? Et là, je me dis, bon, c'est pas possible, on fait A, B, C, c'est pas grave. Ça veut dire que dans ce cas-là, je vais préparer le breakout ici. Tac. Et non. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Gap haussier. Alors voilà, là, c'est là où ça commence à partir en vrille-vrille, en fait. C'est là où... Alors, ici, théoriquement, ça se vend. Hein. Ça se vend en vague 2. Et là, boum! Qu'est-ce qu'ils font? Gap haussier, accélération, nouvel écrasement de la volate. Donc on est hors sol, hein, on est bien d'accord. C'est-à-dire que pour moi, ça n'a plus aucune logique, aucune du tout. C'est de la prise de risque parabolique. Ça va très très mal finir, je vous le dis direct. Je les ai toujours vus, ces schémas, dans le marché. Euh, la dernière fois que j'ai été surpris de cette façon-là, c'est là. C'est-à-dire que la dernière fois où j'ai dit waouh, non mais les mecs font n'importe quoi, ils prennent des risques de dingue, ça va mal finir. Évidemment, ça a mal fini, hein. Mais voilà, tout comme à l'époque, ici, je cherchais encore des ventes. Je me souviens en avoir pris une par là, là, vers le dernier, vers la fin de l'année. Évidemment, pareil, celle-là aussi, j'ai dû la sortir. Mais imaginez-vous si j'avais tenu ces ventes-là, ce que je me serais pris dans la gueule. Donc, il y a toujours une limite à la gestion du risque, d'accord? Et il faut comprendre maintenant une autre question très importante, parce que évidemment, je pense que vous allez vous la poser, et c'est même très intéressant si vous vous la posez, parce que c'est justement une bonne question, d'accord? Pourquoi ici, hop, attends. Pourquoi ici, j'ai pas perdu 15% de capital? D'accord? Parce que théoriquement, là, je me suis fait racler de la même façon. Ici, j'ai quand même pris des grosses pertes. Hein, là, j'ai dû prendre, pareil, un bon 10% de pertes sur cette zone-là où je m'étais fait dégommer. D'accord? Mais pourquoi ici, j'ai continué, j'ai gardé mon scénario et compagnie? Mais surtout, pourquoi ici, j'ai pris beaucoup plus de risques? Parce que là, on a cassé un support, les gars. Là, je cherchais des replis vendeurs pour trouver une fin à cette parabole débile de Wall Street en me disant ça va mal finir leur schéma de vente de volat, ils vont se prendre un carton et ça n'a pas raté. Ils se sont pris un carton, mais là aujourd'hui, je ne trade pas un carton de volatilité, là je trade un carton de volatilité avec un sommet descendant et des creux descendants, c'est-à-dire je trade un putain de big short. C'est ça la différence. C'est pour ça qu'aujourd'hui je risque 15%. Parce que le gain à escompter derrière, c'est de garder des ventes pendant 1 an et demi pour un schéma récessif. C'est-à-dire que les mecs, ils vont nous faire imploser la volate et ça va créer un cataclysme financier derrière. C'est ça que je pense toujours. Maintenant, pour l'instant, j'étais prêt à risquer 15% pour ça. J'arrive au bout, c'est-à-dire que je ne spécule plus. Est-ce que je change mon scénario? Absolument pas. Je pense que les mecs vont faire imploser la volate dans les prochaines semaines et que ça va créer un cataclysme boursier. Et sincèrement, je serai dedans. Mais je veux que les prix baissent. Je ne peux plus spéculer. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Aujourd'hui, je suis obligé maintenant d'attendre que les prix se replient et qu'ils cassent un support. Je vais vous donner les niveaux sur lesquels je vais intervenir. D'accord? Parce qu'évidemment, il ne faut pas qu'ils nous l'infoutent encore une fois.
D'accord? Donc, moi, au final, j'ai bien compris leur jeu maintenant. Et j'ai compris que pour jouer leur jeu, il faut comprendre qu'il faut attendre qu'ils soient dos au mur sur la volatilité. Pour l'instant, ils gagnent chacune de leurs batailles. Les mecs sont trop forts, hein? Mais attention, ça coûte de plus en plus cher. C'est ça qu'il faut comprendre. Les risques augmentent, les montants et les leviers engagés par les shorteurs de volat sont toujours plus gros, plus grandissants. Ça va leur péter à la gueule. C'est une bombe qui ne peut que exploser, hein? On est bien d'accord. Donc, le truc, c'est de dire à quel moment ils vont aller trop loin. Donc il faut que j'identifie le schéma, le moment où en fait je commence à avoir des gens qui commencent à acheter la volatilité contre ces mecs-là, malgré les montants astronomiques qu'ils engagent. Là, un peu à l'époque, on l'avait bien vu, mais c'est surtout ici. C'est le moment où en fait Goldman s'était fait 200 millions de dollars en une journée, tout simplement en misant contre les shorteurs de volatilité. Ils les ont foutus au pied de la porte, ils les ont empêchés de sortir, et tout simplement, les spéculateurs ont été pris à leur propre jeu. Ils spéculent avec des leviers, et il y a un plus gros poisson qui arrive et qui les avale littéralement. Donc là aujourd'hui je surveille des activités spéculatives sur le VIX, plus sur le marché classique, tout simplement parce que comme je vous dis, c'est le chat, c'est la queue qui remue le chat. Donc je vais jouer le jeu, je vais analyser la queue du chat. Quand la queue du chat va commencer à merder, je reprendrai les ventes, mais tout simplement dans un contexte différent et avec une gestion du risque toute nouvelle. C'est-à-dire que là, je vais reprendre des trades avec 2-3% de risque et lors de question de re-risquer 15%, j'ai joué, j'ai perdu. Voilà. Ça m'arrive de perdre, hein, qu'on soit bien d'accord. Je ne suis pas magicien. Et tout simplement, voilà, ici ça arrive. C'est une grosse perte parce que j'ai pris beaucoup de risques. Ces risques étaient calculés, mesurés depuis le début. Ils sont là, ils se manifestent. Malheureusement, j'atteins mes limites. Je prends mon stop loss, point barre. Même si ça doit rebaisser lundi et que lundi on doit se retrouver là, c'est pas grave. Et si vous ne comprenez pas pourquoi c'est pas grave, vous aurez un gros problème dans l'apprentissage du trading qui se manifestera dans le futur, hein, évidemment. Et faites très attention, un scénario, il a une limite. Si vous repoussez ces limites indéfiniment, petit à petit, en fait, vous glissez vers des biais cognitifs très dangereux, le déni, ou des trucs comme ça, où en fait, la position, vous allez l'oublier petit à petit. Vous allez vous dire, bon, c'est pas grave, ça finira par chuter un jour, Phil l'a dit, tout le monde le dit, ça va finir par couiner, voilà. Ouais, est-ce que vous tradez avec ça? Est-ce que ce que je dis, c'est une stratégie de trading? Depuis quand on trade avec les dires de quelqu'un d'autre parce que quelqu'un vous dit qu'il pense que si, que là, que machin. Depuis quand on trade ça? Jamais. Je vous apprends à faire l'inverse. Je vous apprends à trader ce que vous pensez, ce que vous jugez, mais ce que vous voyez avant toute chose. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit ici qui vous permet de vendre? Alors oui, il y a ça, le signal des derniers jours. C'est pour ça qu'hier, j'ai tenté une dernière petite vente d'espoir ici en disant allez, je la prends parce que le stop est tout petit. Je vous l'ai donné. Elle n'est pas passée. Je me la suis faite dégager immédiatement dès qu'il y a eu la moindre bonne nouvelle sur la Chine. C'est ça le truc. Il faut que vous compreniez que maintenant, les mecs, quoi qu'il arrive, ils ne peuvent plus faire machine arrière. Ils vont devoir vendre la volatilité jusqu'au point où ça va imploser. Moi, je serai là le jour où ils vont imploser. Vous pouvez en être sûr. Mais par contre, pour l'instant, je ne peux pas jouer contre eux. Ils sont trop forts et moi trop faible. Et je veux juste être là demain pour une autre bataille. Donc je sors, je leur dis bravo. Franchement, un grand bravo. Les mecs, vous êtes vraiment balèzes. Mais moi, je vois déjà vos schémas dangereusement paraboliques. Donc je sais comment ça va finir. Et malheureusement, je veux être là quand vous tomberez de haut. Et évidemment, je récupérerai le pognon que vous m'avez piqué aujourd'hui. Enfin, hier, du coup. Voilà donc pour la petite histoire de ce trade sur le S&P 500. Donc l'histoire n'est absolument pas finie, d'accord? C'est un chapitre de ce bouquin extrêmement long dont on ne connaît toujours pas la fin, qui se tourne hier, donc évidemment sur une perte. Ça me fait pas plaisir, je le répète, mais ça fait partie du trading, accepter d'avoir tort, et c'est absolument nécessaire. Voilà, donc je vous tiendrai au jus dans les prochains jours. Bien évidemment, le marché S&P 500 continue de m'intéresser, mais moi je ne vais pas le trader à court terme. Il y en a qui le font, je peux comprendre. Moi, c'est pas mon biais. Je m'interdis formellement d'acheter ce marché parce que c'est pas mon scénario. Je resterai à la recherche de vente uniquement. Et tout simplement, je vais donc faire preuve de patience et attendre. Je pense qu'il n'y en a pas pour longtemps, hein. On a le rollover du VIX la semaine prochaine. J'espérais pouvoir tenir dedans, mais je peux pas. Voilà, on atteint les 15% et je peux pas faire mieux que ça. Et c'est surtout que, vu la clôture, voilà, on arrive sur la fin du scénario, donc la prise de décision hier, je l'ai déjà expliqué dans Discord, mais je vais la réexpliquer au sein de cette vidéo-là. Pourquoi je prends la perte ici, un vendredi, et tout ça, alors que effectivement le rollover sur le VIX, ça commence dès lundi prochain, et c'est là où ça risque de couiner, c'est-à-dire que d'un point de vue VIX, c'est là où ça risque de mal se passer pour les shorters. Je le sais, je le sens, hein, que là, on arrive sur une zone de friction très très dangereuse dans les prochains jours. Et je vous laisse réfléchir.
2 secondes, d'accord? Dans ce cas-là, pourquoi je ne garde pas mes positions? Parce que je le sens. Et depuis quand je trade ce que je sens? Non, je trade ce que je vois. Et ce que je vois, c'est que malheureusement, ce marché, il quitte complètement le sol. Voilà la clôture daily. Voilà. Cette clôture daily, elle ne fait aucun sens. Si elle est invalidée lundi, je reprendrai des scénarios vendeurs. Si lundi, on continue d'arracher, pire, si on a un truc pendant le week-end, genre ils nous sortent enfin le deal, et que ça plaît lundi matin et qu'on ouvre avec un gap ici, ma perte de 15% peut se transformer en une perte de 18-19, qui est bien au-delà de ce que j'avais escompté. Et là, on n'est pas d'accord. Là, on sort du cadre, et je ne l'accepte pas. Donc je sors, et je rentrerai lundi s'il faut, mais pour l'instant, je sors. Je ne peux pas rester overweek. Je peux pas. On clôture tout en haut. Putain, regardez-moi ces clôtures hebdomadaires. Comment vous pouvez vendre un truc pareil? C'est pas possible. Il n'y a pas le moindre vendeur. Il n'y a pas la moindre action vendeuse. Il n'y a pas le moindre petit signal de présence d'un vendeur. Il n'y a plus personne qui vend. Je veux dire, j'ai été le plus résilient de tous ceux qui avaient un scénario vendeur. Je suis probablement le dernier à me faire sortir aujourd'hui. J'ai tout fait pour gérer le risque. J'ai tout fait pour que ça passe. Et même ça passe pas. Donc écoutez, c'est comme ça. Mais au bout d'un moment, il y a une limite. Si je me suis fait sortir tout en haut, bon, ce sera d'anthologie, mais ça ne m'empêchera pas de reprendre demain des ventes. Hein. Enfin, lundi, des ventes, voilà. Mais pour l'instant, tant que je ne vois pas les prix baisser, malheureusement, il y a strictement rien à faire. Je veux un avalement baissier hebdomadaire pour reprendre des ventes. C'est un scénario hebdomadaire, hein, d'accord? Et donc, j'ai tenu cette semaine-là, qui m'a semblé complètement conne. J'ai tenu celle-là, qui m'a semblé mais extrêmement conne. Et au lieu de l'invalider cette semaine, on la confirme donc par une mèche basse et une nouvelle clôture tout en haut. Si je tiens là-dedans, je suis désolé les gars, ça s'appelle tenir par conviction. Mais les signaux techniques de prix, eux, me disent que c'est mort. Là, pour le signal vendeur, pour moi, c'est plus possible. Le signal en lui-même a été donné ici. D'accord? On est aujourd'hui 3,5% au-dessus de ce signal. Pour moi, ça me semble au-delà d'une gestion du risque pour un scénario hebdomadaire de ce type-là. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut déclencher les stops sur les scénarios vendeurs et être attentiste, c'est-à-dire attendre des validations de prix sur les UT inférieurs. Qu'est-ce que j'entends par là? Je veux dire en horaire, je veux qu'on arrive à créer enfin des creux et sommets descendants et qu'on les attaque, c'est-à-dire je vais attendre que le marché fasse ça, ça, et voilà. Donc là, moi maintenant, je ne prendrai que des types vague 2. C'est-à-dire je ne cherche plus à spéculer sur les vagues 1. Je vais attendre que le marché fasse ça. Il faut qu'il revienne chercher le contexte horaire, qu'il le casse, et je vendrai un pullback horaire éventuellement. C'est tout ce que je ferai la semaine prochaine. Voilà. Si ça passe, évidemment, je serai de nouveau vendeur des US. Mais aujourd'hui, je dois abaisser considérablement mon niveau de risque, tout simplement parce que voilà, j'ai 40% de gains par rapport au scénario américain, dans la caisse. C'est ce que je suis prêt à réinvestir dans le scénario du Big Short. Donc je viens déjà de claquer 15% ici. Donc voilà, déjà les 40%, je ne veux pas tout réinvestir non plus. Mais il faut être conscient que voilà, je serais prêt à réinvestir à coût de 2-3% par-ci par-là sur des points très spécifiques, quitte à me les faire démonter encore une fois. Hein, parce que si le marché me propose ce short-là, je vais le prendre. Mais attention, il peut très bien me refaire le coup du ah voilà, je te short la volate. Donc il faut être conscient que tout est possible parce que les mecs n'ont plus peur de rien. Je traite cette zone tant qu'on est proche du sommet historique. Si on accélère au-dessus du sommet historique, là évidemment je suis obligé d'arrêter et la prochaine zone de vente c'est 3002. Voilà. Pour l'instant je vais traiter ce dernier scénario en fait du double top historique. C'est-à-dire qu'on vient là, on fait les cons, on ne sait pas trop pourquoi et puis bam, on se reprend le cassage de Slibar d'un coup avec les shorteurs de volate qui se font pousser dehors. Voilà. Si on joue à ça, ok. Moi je joue à ce jeu-là. Tant qu'on n'est pas cassé le sommet historique, je continue de rechercher des ventes dans la zone du sommet historique, ici, mais très précise, avec un money management très précis, et évidemment là il est hors de question de tenir des pertes. C'est-à-dire que là j'ai joué, j'ai accepté de tenir des pertes en gestion du risque, ça n'a pas réussi. Là je reprends un trade spéculatif classique et je ne le fais évidemment que sur les schémas de volatilité. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez compris que là pour l'instant, tant que la volate ne matérialise pas à ce creux ici, c'est-à-dire tant que la volate est orientée au sud, je ne peux rien faire. Je vais attendre que la volatilité se réoriente au nord. Tant qu'elle ne le fait pas, je refuse systématiquement de prendre un trade sur le S&P 500 pour l'instant. Je suis obligé d'attendre de voir que les mecs commencent à perdre pied. On a la volate à 12, vous vous rendez compte? Je pense que vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est 12 en volatilité. On va aller faire une petite analyse du VIX tout seul, puisque je vous ai dit qu'aujourd'hui, il faut analyser la queue du chat et pas le chat. C'est triste, mais c'est comme ça. Il faut jouer selon les règles du marché. Et voilà, donc le VIX à 12. Voilà ce que ça représente sur les graphiques. Je vous laisse regarder, je vous laisse apprécier la beauté.
Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de risque récessif, alors qu'on a slashé, enfin, on a détruit la croissance par deux, et qu'on retrouvera probablement, selon les analystes, des objectifs de croissance habituels, pas avant 2 trimestres. C'est-à-dire que normalement, on est bloqué pendant 6 mois, et qu'est-ce qu'on fait? Bah, du coup, on va chercher le sommet historique. Il faudra m'expliquer comment, dans quel monde c'est possible, et surtout comment on peut avoir 12 sur la volatilité quand aujourd'hui, on a pricé tout le meilleur. C'est-à-dire que là, il faut que le Brexit, ça se passe bien. Il faut que le deal sino-américain soit absolument magnifique. Il faut que les discussions américano-européennes soient absolument un long fleuve tranquille de bisounours, ce qui ne sera clairement pas le cas. Vous savez très bien que Trump va continuer sa connerie, c'est-à-dire qu'il va nous sortir des tarifs, des machins, on va avoir des répercussions sur l'Europe, les marchés vont remonter, baisser, voilà, il y a un contexte propice à la volatilité et des mecs shortent la volatilité. Il y a un jour où ça va mal passer. Ça, c'est clair, je vous le dis direct. Mais je connais mes schémas. Par contre, voilà, un schéma, c'est une structure, un signal de prix et une gestion du risque. Aujourd'hui, c'est la gestion du risque qui échoue. Voilà, allez, bon week-end, à la semaine prochaine. J'espère que vous aurez appris plein de choses. L'émission est un peu longue aujourd'hui, mais encore une fois, ce qui est important ici, c'est pas spécialement de discuter de ma perte. Moi, ça ne me fait pas spécialement plaisir de ruminer ça, hein. C'est simplement qu'il y a un aspect psychologique extrêmement important dans la phase, dans ce trade que j'avais dit, et de A à Z, on le gérera ensemble. Aujourd'hui, il y a une étape cruciale de ce trade qui est donc l'échec de ma gestion du risque, et je vous en parle en toute transparence comme je l'avais promis.